Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, celle du livre, de la lecture et de l'écriture, Belle Ligne. Au nom de l'amour des lettres pour le meilleur et pour le pire, il suffit tout simplement d'ouvrir un livre pour avoir un coup de foudre. Lire et écrire, ces deux amants s'isolent sur une feuille blanche pour raconter tout simplement leur passion. Deux esprits aujourd'hui nous accueillent à la Cité des professeurs. Deux esprits, un seul cœur, deux penseurs, une seule vie, deux écrivains, une seule trajectoire. Inscrits sur la liste des couples célèbres écrivains, on a tout simplement Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, on a Alfred de Musset et Georges Sand, on a Aimé Césaire et Suzanne Roussy, on a également André-Marie Diagne et professeur Mamoussé Diagne qui nous accueille ici à la Cité des professeurs, autrement dit le cocon familial, l'hôpital des esprits, pour parler un peu de l'amour, point de suspension, des lettres, professeur avec un E. Bonsoir. Bonjour, comment ça va? C'est un plaisir. Très heureuse de vous recevoir à la maison cette fois-ci. Un plaisir partagé. Professeur sans E, bonsoir. Bonsoir. Je constate que vous avez commencé par Madame Diagne. Seul Adam ne pouvait commencer que par Ève. Pourquoi? Parce que si la littérature est un pont jeté entre deux sexes différents, bien entendu, c'est par ma femme que vous pouvez commencer et pas par moi. Donc j'ai évité ce piège-là dès le début de l'émission. Absolument, en faisant faire à la littérature ce pont qui fait que partant, il revient et ça accomplit le cercle, qui est le symbole de l'éternité. Ouais. Et ce pont-là, ce sont les lettres, c'est important. On parle d'abord de l'amour entre ce couple d'écrivains célèbres, professeur. Alors, merci. Je crois que nous sommes à Fann Résidence, pas Oui. loin du musée Léopold Sédar Senghor. Exactement. Nous sommes en plein hivernage, dans cette verdure, et je crois qu'on ne peut pas ne pas penser à lettre d'hivernage de Senghor, Oui. dédiée À à Colette, oui. n'est-ce pas? Oui. Donc c'est tout à fait dans votre thème, le plus bel hommage qu'une femme pourrait avoir. Et qu'est-ce que vous a lié d'abord? On parle de l'amour, ce sont les lettres. Ce sont vraiment les lettres. Comment ça s'est passé? Un peu d'indiscrétion. Alors, on va dire une sorte d'itinéraire croisé. Je lui laisse le soin de dessiner cet itinéraire. Allez-y, professeur. 50 ans. Il y a 50 Un ans, peu moins. un quart de siècle pratiquement, que couché sur un lit, comme ça, m'ennuyant toute la journée, j'attendais des visites improbables de mes amis. Oui. Les Saint-Louisiens, les Sénégalais de manière aléatoire, jusqu'au jour où poussa à ma porte cette jeune dame et on s'est mis à parler de Rimbaud, d'autres auteurs. Oui. Parce que je venais de faire lettres modernes. Elle s'était inscrite en philo pour les classes préparatoires. Puis on a fini d'ailleurs par inverser complètement la relation. Moi, je finis par faire philo et elle, lettres modernes. Ce qui fait que la signification des lettres, pour moi, ça renvoie toujours à un exil et à une mémoire qui est aussi profonde que celle-là. Et donc, c'est à partir de cette discipline que j'ai réussi à la chercher derrière le Sénégal, derrière la Volta, là où la Volta noire et la Volta blanche se mélangent pour vous la ramener ici. Vous voyez un petit peu la force de la littérature, tout au moins. Si on ne l'aime pas, on est obligé au moins de l'apprécier. Et forcément, ne pas aimer la littérature serait une gageure d'apprécier l'histoire. Tout à fait, parce que déjà toute petite, ce dont je me souviens, c'est qu'avec ma petite sœur, on lisait La belle histoire de Luc le Lièvre et on riait un peu de tous les noms, Mam Randatou la fée, Gaïndé Ndiaye, sans jamais que j'imagine que je viendrai vivre un jour au Sénégal. Et tout cela, c'est grâce à la littérature. Grâce à la Est-ce littérature. qu'on peut commencer quelque chose ou vivre sans amour? C'est possible? Vivre sans amour, je pense que les poètes diraient que ce serait une rose sans parfum. Ouais. La vie n'aurait plus de sens, la vie n'aurait plus de couleur. Et je pense qu'il n'y a pas plus malheureux être que celui qui pense qu'il n'est aimé de personne, qui se sent tout seul.
Forcément. Et Hugo même dans Les Misérables laisse cette phrase, aimer c'est un accomplissement. C'est un accomplissement parce que c'est en même temps un départ. C'est un départ puisqu'on part à la recherche de quelque chose. Quand on rencontre cette chose vous ramène à vous-même et vous accomplissez un cercle parfait qui se renferme comme un serpent qui se mord la queue. Et donc, vivre et aimer, c'est d'une certaine manière aller et revenir à soi, c'est accomplir ce cercle qui est celui de l'éternel, comme les Grecs l'avaient découvert et comme ils avaient raison de le découvrir. Le cogito, le moi solitaire n'a aucun sens s'il veut résider dans sa solitude. Ouais. C'est donc pour cette raison-là que vivre, c'est vivre avec quelqu'un, c'est vivre avec quelqu'un du sexe opposé, c'est le ramener aussi près que possible là où on habite. C'est cela que signifie aimer. Et c'est vivre avec quelqu'un à qui on partage les mêmes passions. Tout à fait. Et peut-être que je ferai une petite parenthèse ici Allez-y. avec Ronsard, Oui. qui, pour se faire aimer d'Hélène, lui disait qu'il fallait qu'elle acceptât son amour si elle voulait être immortelle. Et Ouais. c'est ce qu'il a réussi. Parce que des siècles après, si on parle d'Hélène, c'est parce que Ronsard l'a chanté, c'est parce que Ronsard l'aimait. Et c'est parce que, par exemple, professeur Mamoussé Diagne vous a chanté également. Oui, quelque part. Hein. Oui. Je n'ai pas cessé de chanter cette chanson, cette unique chanson, depuis bientôt 50 ans. C'est ce que je dis à mes enfants. Alors, dans ce cas-là, ne vous étonnez pas que quand je reviens là-dessus, que ça soit une strophe de plus. Et exactement à ce stade de l'émission, le ciel est en train de pleurer peut-être. C'est ça, de pleurer de joie. Mais je pense que la C'est ça pluie qui pour est les étonnant. Africains, c'est un bon signe. Oui. C'est le signe que l'on est vivant. C'est le signe que le cœur vibre, le cœur bouge et donc on va l'un vers l'autre. On va parler un peu de philosophie parce qu'on parle des lettres. Il y a Blaise Pascal qui parle de amor sui. Autrement dit, l'amour propre. Il ne croit pas à cet amour qu'il définit comme de la concupiscence. Est-ce que l'amour propre existe ou bien Blaise Pascal a raison de parler de l'amour propre ou parler un peu d'un cogito qui a besoin d'un quelqu'un, d'un proche, professeur Mamoussé Diagne? Oui, mais ce cogito a besoin de cogitata, C'est-à-dire de choses sur lesquelles la pensée bute. Et ce cogitata est d'autant plus proche de nous qu'il nous ressemble en toutes choses, sauf dans ce que ça a de plus intime qui nous sépare, c'est-à-dire le fait d'être de sexes différents, qu'on découvre à cette occasion, et c'est magnifique, je pense, c'est magnifique. Et c'est pour cela que le cœur perd toutes ses raisons lorsqu'il n'a plus aucune raison de s'adresser à quelqu'un et de lui jeter des fleurs simplement pour lui dire voici le chemin qui mène à moi. Ouais. Et c'est un thème extrêmement important. On va parler un peu de l'amour des lettres. Pourquoi le thème de l'amour peine à quitter les œuvres littéraires et même philosophiques même? On va dire que c'est peut-être un des thèmes éternels d'abord, parce qu'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de société sans amour. Donc l'amour a été chanté oralement avant d'être présent dans la littérature, dans les chansons de gestes, etc., dans la poésie. Et c'est peut-être parce que c'est le chant du cœur humain, c'est le chant de la souffrance, parce qu'il n'y a pas d'amour sans souffrance, il n'y a pas de grande passion sans larmes, on peut se référer à Musset. Ouais. C'est parce que justement, aimer, c'est pâtir, c'est souffrir. Ouais. Et ce sont ces souffrances-là qui nourrissent la littérature. Il n'y a pas de belle littérature avec que de beaux sentiments. Exactement. Et même écrire, c'est un acte d'amour, non? Absolument, parce qu'on ne peut parler de la littérature que de manière littéraire, Oui. déjà. Donc faire de la littérature, on ne peut parler de la littérature sans faire de la littérature. Ce qui fait que c'est la littérature répétée en elle-même qui constitue l'œuvre littéraire. Et de toute manière qu'elle ait parlé, puis parler
de passion, c'est-à-dire de ce qui fait souffrir, que ça ne vous laissez guère abuser, parce que je ne l'ai pas fait souffrir autant, sinon elle ne m'aurait pas suivi aussi délibérément. Et peut-être c'est une belle souffrance. C'est Ça- une belle souffrance et en Une même belle temps, endurance. N'est-ce pas une belle souffrance, parce que c'est s'abattre au pied de l'arbre en souffrant, en ne voyant plus rien d'autre que le seul être que vous avez élu. c'est une sorte d'égoïsme à deux, dans lequel on se retrouve dans l'autre, on attire l'autre vers soi et finalement, nous avions l'habitude de nous dire quand on regardait des couples qu'ils finissent par se ressembler quelque part. Ouais. Vous avez eu peut-être ce sentiment Ouais. qu'à Ouais. force d'être ensemble, j'ai des amis ici qui avaient des parents qui venaient, je regardais les couples et je dis jusqu'à la démarche, on a l'impression qu'ils ont copié l'un sur l'autre. Et peut-être, oui, c'est une Tout à fait. sorte de greffe. Hein? Oui, Ouais. quand on dit en Wolof Kharit, Oui. Kharit, c'est quoi? C'est la graine qui se fend en deux. C'est une seule et même graine qu'on peut reconstituer parce que justement l'acte de le fendre en deux est simple, l'acte de le remettre ensemble c'est simple également, et c'est dans cette simplicité, j'irais même jusqu'à dire simplitude, qu'on arrive à se retrouver soi-même. Et peut-être qu'il devrait évoquer la vision, disons, de l'être humain chez les Dogons. Exactement, parce que l'un devient l'un et l'autre, et c'est précisément ce fait de se fendre en soi qui donne l'autre, et de l'autre, à partir de l'autre, l'univers se crée. Parce que c'est la seule base de l'univers. L'amour. Oui, tout à fait. Vous êtes Donc, d'accord? on peut dire un peu comme Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est toute l'histoire des coups de foudre qu'on voit dans la littérature et aussi dans la vie. Et la littérature africaine, ou bien même dans le champ lexical, social africain, on a du mal à parler de l'amour. Pourquoi ce thème est un peu un sujet tabou? Dire par exemple à sa mère « je t'aime », une personne qui dit à sa femme « je t'aime » est considérée comme une personne faible. Pourquoi un peu ce tabou autour qui entoure un peu le mot amour chez nous? Peut-être parce qu'on ne peut pas Est-ce que dire c'est ça. si pauvre que ça? Il faudrait évoquer tout le lexique autour de l'amour en Wolof, par exemple. Et puis parce qu'il n'est pas possible de dire ça d'en haut. Il n'est pas Pourquoi? possible Pourquoi? de dire ça haut. Ça se murmure tout doucement. Ouais. Ça, on se rend compte qu'on est tout petit en le disant et que d'une certaine manière, aimer quelqu'un, c'est d'une certaine façon aimer être son fils. Une deuxième fois. Ce qui fait que c'est un double plaisir qu'on lui offre. Et peut-être c'est la belle petitesse qui empêche un peu aux gens de dire le mot amour, parce qu'on entend rarement, je ne sais pas, parfois il y a beaucoup d'éducation conservatiste, ou bien très rigoureuse, où on chante plus la virilité que la douceur et la gentillesse. On a peur de le dire, Ou peut-être. peut-être simplement parce que c'est par un regard que les choses se passent. Je vais vous raconter une petite anecdote liée à la maison Diagne. Un jour, donc, il y a une de nos filles qui se mariait. Et quand les hommes sont revenus de la mosquée après la cérémonie, nous les femmes, nous étions dans le patio et j'ai une cousine là qui était à côté de moi et qui a demandé à l'une de mes voisines « Est-ce que c'est ce monsieur-là qui est ton mari ?» Ouais. Et elle a dit oui. Et on lui a demandé « Mais comment as-tu su que c'était son mari ?» Elle a répondu « Rien qu'à la façon dont il avait regardé. » Est-ce qu'il y a meilleure preuve d'amour que ce regard? Mais dans le champ littéraire africain, par exemple, on a du mal à trouver des couples mythiques. Hein? Par exemple, on parle de Roméo et Juliette, on parle un peu de Tristan et Isolde, on parle un peu d'Ulysse avec James Joyce. Mais dans la littérature africaine, on dirait que l'engagement a pris le dessus sur tout ce qui est amour. Moi, je dirais peut-être dans la musique, non? Je pense par exemple aux frères Guisset qui ont une très belle chanson. Je ne sais plus le nom de la Siré, voilà. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle histoire d'amour, que ce jeune homme-là qui crie « Laissez-moi épouser Siré, il n'y a que Siré que je veux, je n'en veux pas d'autre ». Mais il y a plein de jeunes filles qui ont été sacrifiées parce qu'elles n'ont pas voulu épouser le mari qu'on leur
imposaient parce qu'elles avaient déjà quelqu'un qu'elles aimaient. Et peut-être, oui, peut-être le contexte de la naissance de la littérature africaine est peut-être une cause de cela, parce qu'on est vite entré dans le champ de l'engagement, de la contestation, de la dénonciation, professeur. C'est-à-dire qu'on est entré dans le langage d'un discours interminable. Aimer quelqu'un, c'est essayer de savoir pourquoi on aime cette personne et pas quelqu'un d'autre. Et ça, dès qu'on essaie de le faire, on est embarrassé dans les règles du langage. Le langage vous a pris à son piège, et parce que ce piège, on ne peut pas en sortir, on est obligé de tourner en dedans. J'ai dit dès le départ que c'était un cercle. Et un cercle ne renvoie qu'à lui-même, il ne peut pas se transformer en ligne droite. C'est pour cette raison-là que c'est dire qu'on aime quelqu'un, c'est dire l'impossible. Discours qui se perd toujours en route, qui se reprend, qui ne sait pas comment s'exprimer, qui ne sait pas dans quelle mesure s'exprimer. Il est perdu. Oui, il se perd. Il se perd toujours quelque part. Ouais. Et c'est cette perte de soi en l'autre qui fait tout son plaisir. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique comme l'ouvrage de la professeure André-Marie Diagne, La fileuse d'amour. Vous parliez tout à l'heure de cercle. On parle ici de fil, de tissu, de texte. L'amour, c'est peut-être un texte et d'un lien. De fil, oui, tout à fait. Et je pense que c'est un don aussi. Ce fil est une sorte d'appel à se rapprocher les uns des autres, à être, disons, inséparables quelque part. Et ce faisant, à créer autour de soi une atmosphère aussi dans laquelle ceux qui vous approchent sont heureux. Parce qu'en Afrique, un couple, des gens amoureux, forcément ça finit par un mariage, forcément ça finit par une famille. Et c'est au sein de cette famille-là que très vite, la jeune femme amoureuse devient une mère qui s'occupe de ses enfants. Est-ce que le mariage, et là je taquine, et même je mets un coup de pied dans la fourmilière, est-ce que le mariage est l'antonyme du mot amour? Non. Non. Non, au contraire. Parce qu'on parle beaucoup de divorce, hein, on dirait que le mariage est un peu un piège, une prison à ciel ouvert, exactement. Oui. Hélas, quand je pense au taux de divorce actuel, 20% des gens qui se marient ne se marient pas plus de 2 ans. Oui. C'est un essai. Un essai qui est la plupart du temps raté. Je me demande comment est-ce que les gens se voient les uns les autres. Parce que ce n'est pas possible. Je me dis c'est une loterie qu'ils en font, alors que c'est la base d'une certitude totale. Totale. Soobu, sëy ba seey. Sëy ba seey. Wow. C'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on chante avant. Oui. Mais la théorie et la pratique, il y a un fossé. La preuve, c'est ce qu'on a fait. Ouais. On s'est complètement fondus l'un dans l'autre. Ceux qui l'attendront en vain parce qu'elle commence à se faire vieille. Et on parle par exemple, le vocabulaire, il est un peu péjoratif, de guerre où l'on dort avec l'ennemi. Une guerre qui finit toujours par une réconciliation. Peut-être. Alors c'est un peu la métaphore du lit trop large ou trop grand. Je vais le laisser développer sur ce point. C'est quoi? C'est culturel aussi, ça. Non, mais c'est que la fileuse d'amour, le dernier fil qu'elle retient sur son tissu, ce dernier fil, c'est de manière arbitraire, totalement arbitraire, parce qu'elle peut toujours continuer. C'est exactement comme dans le conte arabe des 1001 nuits. Les 1001 nuits, c'est toujours un piège. Parce que 1001 nuits, ça suppose qu'il y a la 1002e nuit qui vous attend. Et pendant ce temps-là, le bourreau a le sabre levé au-dessus de la tête de la conteuse. Si elle s'arrête, sa tête est coupée. Mais comme chaque soir, elle promet à son mari Shahriar que le conte n'est pas terminé. Elle le continue inexorablement. Et c'est un leurre que d'offrir un chiffre qui se continue de toute manière et on le sait éternel. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de soupçon, il n'y a rien d'autre que l'ouverture indispensable vers
le successeur vers ce qui vient après. Et c'est cette répétition du même qui est en même temps autre, cette répétition du même qui est en même temps l'autre, que signifie ici l'amour. Alors il n'y a pas à se fatiguer, il n'y a pas l'ombre d'un doute, que ce qu'on aime, on l'aime aussi totalement. Vous venez de dire 1001 nuits, pas de 1001e nuit, il n'y a pas de 1002e femme, hein, Non, voilà, c'est ça. Même si comme je dirais, c'est un peu comme lorsqu'on prend un volant, il y a parfois des écueils, il y a des trous qu'on rencontre, il arrive quand même dans, je vais dire, la vie de chacun des couples qu'il y a aujourd'hui, ce que je peux appeler des accidents, des virages pris un peu trop rapidement, donc c'est dans l'ordre des choses. Et je pense que quand ces choses-là arrivent, notre génération, nous pensons un peu à ce que nos mamans nous donnaient comme conseil en disant qu'il faut savoir muñ. Muñ en Wolof, ce qui signifie accepter, supporter, apprendre. Peut-être la résilience. La résilience, apprendre à dépasser et apprendre peut-être à pardonner. Est-ce que c'est ça qu'on ne sait plus faire? Moi, c'est la question que je me pose quand je vois des gens qui se sont mariés il y a 1 an, 2 ans, et tout de suite, on parle de divorce. Est-ce qu'on apprend à accepter l'autre avec ses défauts et qu'on lui demande aussi de changer? Parce que se marier, on nous dit, c'est pas se regarder face à face, c'est regarder dans la même direction. C'est avoir des choix communs, c'est partager plein de choses qui tissent la complicité dans le couple. Et que d'une manière ou d'une autre, on arrive à dépasser ces écueils-là. J'ai vu des cas où, par exemple, dans un ménage, il y a eu l'arrivée d'une deuxième épouse. Et puis, au terme de sa vie, le père de famille, s'il tombe malade, chez qui va-t-il? Il va chez la première épouse. Et on peut se demander pourquoi. Parce qu'entre le père de famille et la première épouse, se sont tissés des liens qui dépassent, je vais dire, la passion vive de l'amour. Il y a de l'estime, il y a du respect, il y a de la considération et peut-être une forme d'affection, d'amitié, comme le dirait Montaigne, qui est supérieure au feu et à la flamme de l'amour. Est-ce possible, professeur, d'aimer plusieurs personnes? Non, non. C'est catégorique, non. Vraiment. Il n'y a pas d'influence. C'est la même à travers plusieurs formats. Non. Je vais le sauver un peu. Il n'y a pas d'influence, hein. On est libre, on a la liberté de s'exprimer. Si on peut aimer plusieurs personnes à travers une seule et même personne, une seule et même réalisation de cette personne. C'est-à-dire? C'est-à-dire que cette même personne vous apparaîtra selon les moments de la journée, selon les âges, selon les différentes circonstances de la vie, comme étant la même et comme vous surprenant à chaque fois. Ce qui fait que vous avez l'impression de mettre 4 litres d'huile, aussi bien dans 4 fûts différents, que 4 litres d'huile dans un fût qui peut en contenir 4. Vous mettez dans le bidon de 4 litres et vous continuez à rêver que vous les séparez, ces 4 litres d'huile, surtout avec le prix de l'huile à l'heure actuelle. Est-ce que c'est une ruse de la raison là, et qui vient au secours du cœur? Certainement, une ruse de la raison compte tenu de l'adresse avec laquelle le journaliste Sidi a posé cette question-là, qui était une question et en même temps pas une question, qui était en même temps un piège. Alors hier quand vous m'avez appelé, j'étais en train d'écouter à France Culture un documentaire sur Julien Green. Julien Green, qui est un Américain né à Paris, donc un grand écrivain, académicien. Et nous sommes en Europe, il ne s'est jamais marié, mais il a parlé de l'amour. Il a cherché l'amour toute sa vie. Et quand il était jeune, entre les deux guerres, tous les soirs, il cherchait des aventures. Mais il finit par s'attacher à quelqu'un. Et pendant des années, c'est cette personne seulement qui compte. Jusqu'à la fin de sa vie, même si une dernière personne entre dans sa vie, il avoue qu'il n'y a que cette personne qui compte pour elle. Donc quelque part, il y a, je vais dire, c'est pas
la perle rare, la personne qu'on devait rencontrer. Parfois, on a la chance de vivre avec elle, Ouais. et d'autres fois, il arrive qu'on soit arrivé un peu tard et que ça ne soit pas possible. Donc je dis, il y a peut-être des amours malheureuses aussi. Exactement. Voilà. Nous parlions au bout du fil de Marcel Proust. Tout à fait. Proust qui aimait deux choses, Oui. sa mère et la littérature. Voilà. Un peu de quelle manière l'amour maternel l'a poussé vers l'amour du beau. Oui. Parce que la mère de Proust lui apparaissait comme une sorte de fée qui montait tous les soirs, lui dire bonsoir, l'embrasser avant de descendre avec ses invités. Et c'est peut-être parce qu'il était trop attaché à cette figure maternelle qu'il n'a pas pu développer d'amour pour une autre femme. Ouais. Mais ça ne l'a pas empêché de chanter l'amour, de traverser un peu ce qu'il avait comme sentiment pour célébrer justement cet attachement absolu à Albertine. Forcément. Et on peut même définir l'amour comme son livre, une recherche du temps perdu. Oui, je lui ai dit, dès qu'elle a sorti ce thème sur Proust, je lui ai dit d'une certaine manière, chacun d'entre nous aime le beau à travers la beauté de sa mère. Quel que soit le visage réel de sa mère, le visage objectif de sa Elle mère. est unique. C'est unique. Ouais. Et à travers cette beauté-là, relative toujours pour quelqu'un d'autre, on perce vers ce qui est beau et rien que beau. Oui, Exactement comme un Socrate à qui l'amour a été révélé par une femme. Ouais. Une femme qui habitait Mantinée. L'homme qui est le plus sage du monde n'a appris l'amour qu'à travers quelqu'un qui était censé être en deçà ou au-delà de l'amour. Une prêtresse, c'est-à-dire quelqu'un qui est dédié à la foi, dédié au Dieu. Alors je dis, c'est étonnant ce que les femmes peuvent faire de nous. Et nous sommes peut-être l'une des générations les plus chanceuses. Nous sommes une génération de rupture qui sort d'un moment où l'éducation a encore barre sur nous. Et nous allons vers une ouverture incertaine, c'est-à-dire la vôtre et celles qui vont suivre, qui ne savent pas comment ce vieux a pu être aussi dingue que pour pouvoir se marier avec notre mère. Ils disent vous êtes exceptionnel, simplement. Vous êtes exceptionnel, ça veut dire exceptionnel, ça veut dire déjà se soustraire à cette dualité qu'est le couple pour essayer d'aller chercher autre chose, pour essayer de se trouver déjà des raisons de rupture ou de coups de canif dans le contrat de temps en temps. Oui, il est possible même de tomber amoureux d'un ouvrage, professeur. oui. Oui, de c'est possible. tomber- c'est possible. Est-ce que ça vous est arrivé? Je veux dire, à tout âge, j'ai eu ce genre d'amour. Je me permets de lui dire que déjà, avant de le connaître, s'il y a un livre, bon, je vous ai parlé de Luc Le Lièvre que Ouais. j'aimais bien lire quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ensuite, dans ma vie, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le journal d'Anne Frank, Oui. que j'ai découvert quand j'avais 12-13 ans, à peu près l'âge de l'auteur en fait, ouais. hein, puisque c'est une autobiographie. Et la manière tragique dont la jeune fille disparaît, enlevée par les nazis et tout, m'a marqué au point que bon, ça pousse à écrire un journal intime. Peut-être que l'amour des lettres, de la littérature vient de là. Et par la suite, je me rappelle avoir été un peu traumatisée par un livre comme Nana de Zola, qui parle, je vais dire, d'amour, mais sous un autre aspect. Peut-être que j'étais aussi un peu trop jeune. Et s'il y a un auteur que je pourrais citer aussi, c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Oui. Tout à l'heure, vous parliez du rapport entre l'amour et le visage de la mère. Je crois que c'est quelqu'un qui a écrit de très beaux livres sur l'amour, mais en même temps qui a célébré sa mère d'une façon absolument remarquable, un peu comme Camara Lai, lorsqu'il a fini L'Enfant Noir, pense à
rendre hommage à sa mère en lui disant ce livre. Alors Proust, vous l'avez dit, Proust c'est quelqu'un que j'ai dévoré avec passion, de même que André Gide, mais je dirais, tout à l'heure je vous parlais des lettres d'hivernage de Senghor, de la poésie de Senghor, des contes de Birago Diop. Il y a des textes, Toni Morrison aussi est un des personnages, des auteurs que j'ai beaucoup aimés, qui m'a beaucoup marqué. Et donc ce sont des textes qu'on reprend. Et je me rappelle encore le professeur de médecine Wan qui disait qu'il a lu L'aventure ambiguë plus de 40 fois. Ah oui. Oui. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'amour. On découvre la beauté à tout instant, on renouvelle un peu la beauté de ce livre par sa lecture. Au-delà de André-Marie Diagne, vos coups de cœur livresques, professeur? Ah non, ça c'est... il y en a à boire et à manger. C'est énorme. C'est possible de sélectionner, par exemple. Quand on pose une telle question, je me demande d'où est-ce que cette question-là vient. Est-ce que cela vient du désir de souveraineté qu'on veut arrêter à un moment donné, qu'on veut circonscrire? Ou est-ce que ça vient de l'impossibilité d'écrire pour soi, qu'on veut également d'écrire pour l'autre, d'un absolu qui se cherche et qui n'arrive pas à trouver un chemin? J'avoue que mon premier texte littéraire, philosophique et philosophique en même temps, c'est le texte de Camus, tous les textes de Camus. Lequel, par exemple? Les textes de Camus, La peste, l'étranger. Tous. La peste d'abord. La peste, oui. La peste d'abord. Ensuite, l'étranger. Ensuite, le mythe de Sisyphe. Il faut estimer Sisyphe heureux. Le mythe de Sisyphe, oui. Voilà. Estimer Sisyphe heureux. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'il monte le rocher redescend. Je me suis dit que peut-être que ce que je peux aimer chez un auteur, c'est la répétition. C'est la répétition. C'est la même chose qui se trouve dans ce livre qu'on retrouvera ailleurs, même s'il s'attache à un autre thème. Parce que dire littérairement, c'est redire la même chose. Pourvu qu'on ait bien dit ce qu'on avait l'intention de dire, on n'a fait que le répéter. Et moi, c'est ce qui m'a amené à penser que peut-être les thèmes que j'aime sont essentiellement épiques. Ce sont les épopées qui m'ont le mieux remué, qui m'ont le plus secoué, parce que ça allait très au-delà de ce qui est normal, de ce qui se fait normalement. Et les épopées, comme l'épopée de Sundiata, l'épopée de El Hadj Malick Sy, l'épopée de Serigne Touba, c'est-à-dire le Djezaoul Sakour. Parce que c'est ce que j'ai entendu à Touba et vu au moment où je l'écoutais, un vieillard pleurer. J'ai dit, ce type-là vient de faire exactement ce à quoi appelle la littérature quand elle est très forte. Parce que ça vous traverse, ça vous transit, ça vous amène loin de vous et hors de vous. Ça vous invite à l'adhésion. Exactement. Et forcément, quand on aime l'amour des lettres, on ne peut qu'aimer également les correspondances, belle forme d'expression littéraire. Tout à fait. Surtout concernant l'amour. Il y a de très belles correspondances. De très belles même. Des romans par lettres aussi. Oui, des romans par lettres, exactement. Sont des histoires d'amour en dehors, bien sûr, des liaisons dangereuses. Les correspondances, par exemple, qu'on sait que Diderot a échangé avec Sophie Volant. Vous voyez, Flaubert aussi avec Louise Collet. Donc, Hugo et Drouet. Il y a derrière chaque grand écrivain au fond. Je ne vais pas citer Camus parce que alors là, je pourrais dire que pour les femmes, le scandale, c'est Camus. Hein? Parce que les correspondances ne sont qu'une manière de... Et la toute dernière, ça serait le président Mitterrand avec la mère de sa fille. Non, c'est toujours quelque chose de très personnel. Très personnel qu'on envoie à l'autre. Et ce qu'on reçoit de l'autre est tout aussi personnel. Mais dès qu'on commence la première phrase,
on sait comment ça va se finir. Y a-t-il des correspondances entre vous? On a commencé par des correspondances. Oui. Parce que Ça quand nous commençait étions par là. étudiants, pas encore mariés, pendant les vacances, on se séparait. Et à l'époque, ce n'était pas le téléphone portable. Ouais. Donc il fallait guetter les avions qui apportaient le courrier. Oui, et elle habitait à l'internat, tandis que moi j'étais à l'externat. Et donc la meilleure chose à faire pour nous retrouver, c'était de nous écrire. Et maintenant, on en redécouvre curieusement les raisons. Oui, ici, il arrive qu'on se téléphone. Oui, il arrive. Dans la maison, et nos enfants nous disent, vous vous téléphonez, vous deux, dans la maison? Oui. Et sauf quand le plus petit, notre petit enfant, vient lui piquer son téléphone pour jouer. Sinon, on a ce fil-là. J'ai compris d'abord que c'était une formule de la paresse. Puis je me suis dit, mais on est en train de nous redécouvrir, en fait, à travers la manière d'échanger. Simplement. Mais en fait, quand on était étudiant, ce qu'on faisait aussi, on pouvait lire le même livre l'un après l'autre et se laisser des petites remarques là-dedans et que l'autre retrouve aussi en lisant à son tour. Et ça montre que l'amour n'a pas d'âge. Non, c'est un peu ça, oui. Franchement. Parce que c'était ces petits signes-là qui étaient le trajet parcouru par l'un, que l'autre reprenait et il se retrouvait dans le même trajet ou bien il posait sur l'autre marche ses propres marques. Et puis quand on reprenait maintenant le livre pour en discuter, alors là, quand on a discuté, ça pouvait aller jusqu'à 2 heures du matin sur le désaccord autour d'un problème qui nous poussait à aller vers les œuvres générales. Il arrivait qu'on tranchât par la lecture d'un autre livre. Bon, ainsi de suite. Et donc, on ne dormait pas tant qu'on n'avait pas réglé ça. Ou tant qu'on n'avait pas mis un point final, pour le moment, à ça. Quitte à y revenir le lendemain ou le surlendemain. Pour dire, j'avais raison. Tu vois, voilà. Au nom de l'amour, des lettres. J'ai une correspondance, une belle correspondance de Gérard Nerval à Ginny Colomb. Voilà, Gérard de Nerval. Oui. Il écrit, vous êtes la première femme que j'aime et je suis peut-être le premier homme qui vous aime à ce point. Si ce n'est pas là une sorte d'hymen que le ciel bénisse, le mot amour n'est qu'un vain mot. Waouh, c'est total. Et il revient à Adam et Ève. Ouais. Le premier homme et la première femme. Exactement. Oui, mais parce que Adam est le premier homme et Dieu vit qu'il était tout seul. Et il va créer la femme. Mais il crée la femme à partir de l'homme. Ouais. Il ne la crée pas indépendamment. Ouais. Ce qui fait qu'en réalité, à partir de l'un, il crée deux. Et l'univers était né. C'est comme ça que tout se vit à partir de cet un dont dans le mythe d'Ogon, dont l'un se fend en deux, ce deux se fend en quatre, ainsi de suite. C'est comme ça que ça part et c'est à ça qu'on revient. C'est pour ça que je n'ai pas eu tort. Moi, quand je parle du mythe d'Ogon, en disant le mythe d'Ogon réinvente le monde à chaque fois. Ouais. Mais il le réinvente toujours avec des nuances qui font que, à chaque fois, on a l'impression que c'est un autre monde qui vient doubler le premier. D'où l'univers, la théorie des univers parallèles est déjà narrée dans le mythe. Exactement. Tout ce que le mythe raconte, le mythe l'a déjà raconté. Et lorsque Vladimir Prop, un auteur russe, dit qu'il n'y a qu'un seul conte dans toute l'histoire du monde, dont tous les contes, dont tous les autres contes qui sont venus ne font que s'inspirer, mais il a parfaitement raison. C'est l'un qui est vrai. Et l'un, si l'on suit les religions révélées, ça va aller jusqu'au monothéisme. Attention, jusqu'au monothéisme, dont l'histoire va être racontée par Moïse lorsqu'il descend du Sinaï. Exactement. Où se trouvent actuellement les pèlerins partis d'hier. Le temps passe vite quand on parle de l'amour. Dernier mot, on a envie un peu, professeur André Diagne, si vous avez à dire un mot
extrêmement important. Un mot d'amour, l'amour même des lettres au professeur, ce serait quoi? Si je devais lui dire un mot, Tu vois, c'est compliqué. je suis surprise là. Ah ouais. Oui. Oui. Et c'était les filles. Non, à cette occasion-là, ce sont les occasions dont on peut profiter pour se dire des choses qu'on ne se dit pas tout à fait, qu'on se contente de ressentir directement, sans fil, sans Hier, téléphone. par exemple, je lui ai dit, quand j'étais en vacances à Ouaga, je t'ai écrit un poème. Je n'écris pas souvent de poèmes, mais j'étais dans un état tel que je lui ai envoyé un poème d'amour. Alors je lui ai dit, il faut retrouver mon texte. Voilà. Et ce serait lequel? Un mot pour finir. On n'a pas fini. Oui. Moi, si j'ai envie de lui dire une chose, Oui. je le lis, la fileuse d'amour. Parce que cette fileuse d'amour m'est adressée directement. Et est adressée au reste de l'humanité. Ce qui fait que j'ai été très content que le président Senghor que le président de la République ait fini par le primer. Et c'est cette photo des deux prises ensemble que nous avons dans notre hall. En tout cas, merci de nous accueillir. Merci aussi de nous avoir invités l'un d'abord après l'autre et les deux ensemble. C'est une première? Oui. Non, je suis content Pour je suis content que les journalistes, les jeunes journalistes, par leur curiosité, par leur sens l'originalité. C'est original. de la responsabilité, non, c'est important, qui tombent pour une fois dans un ménage, pas dans l'un après l'autre, mais dans un ménage et qu'ils somment ce ménage de s'avouer pour ce qu'il est. Que nos enfants ne savent pas. On a eu aussi la joie avec Anne-Marie de la RTS pour un 14 février. Elle est venue nous interviewer. Exactement. C'est un chant qui ne s'arrête pas. C'est une aventure aussi. Hein? Oui. Parce que c'était un défi. Mais depuis la Haute-Volta jusqu'au Sénégal. Oui. Il fallait gagner le pari. Oui, c'était pas évident. C'était pas évident. Ses parents étaient contre. De toute manière, tout le monde était contre. Il y avait d'autres rivaux sûrement. Alors on a calculé que la meilleure façon de faire, c'était qu'elle redescende en Haute-Volta avec notre premier enfant et que j'aille descendre là-bas pour voir naître notre premier enfant. C'était la signature avant l'acte officiel et ça, c'est la seule manière de garantir absolument notre amour et de le rendre impossible à suspendre. C'est important, on a envie un peu d'écouter, de prolonger l'émission jusqu'à 2 minutes, c'est pas moi, le temps passe vite. Je pense que c'est un encouragement aussi aux jeunes à se dire que c'est beau de parvenir à bâtir quelque chose et de se dire qu'on va aussi élever ses enfants dans cette atmosphère d'affection, de complicité. Parfois nos enfants nous disent, vous êtes un peu à part. On leur dit non, il faut tous les jours. C'est quelque chose qui se bâtit, qui se construit et qu'on essaie d'améliorer. En tout cas, merci de nous donner le courage d'aimer. C'est extrêmement important dans ce contexte morose. Nous étions avec la professeure beaucoup de bonheur. Et le professeur Mamoussé Diagne pour parler un peu de l'amour des lettres. On peut passer des heures et des heures à discuter un peu de ces deux écrivains. Moi, je les inscris sur la liste des couples écrivains célèbres. On parle toujours de Sartre, de Simone de Beauvoir, mais il y a André-Marie Diagne et professeur Mamoussé Diagne. Merci également à la noblesse anodine, Augustin Banna, Seyni. On a également Serigne Saliou Dème pour le son et les images. Merci, chers téléspectateurs d'ITV. Nous étions ici à la Cité des professeurs, à une cité de l'amour des lettres, pour parler un peu de la littérature, des lettres, de tout, parce que la littérature, c'est la vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre espace de la lecture du livre et de l'écriture sur ITV.